Chers amis, tout d'abord, bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette soirée exceptionnelle organisée par France Amérique qui nous accueille, c'est nouveau, et avec son partenaire, Sweetbriar College Association, que nous sommes heureux d'associer particulièrement, c'est qui a eu l'initiative de faire venir M. Martin du Martiniou, et que nous sommes heureux de compter parmi nos partenaires fidèles. France Amérique, M. Martin, vous le connaissez sûrement, c'est une très vieille dame. Elle est en 1905. Et son but, c'est le dialogue entre les deux rives de l'Atlantique. Et ce dialogue est permanent, constant. Il touche aussi bien l'Amérique du Nord, qui comprend le Canada, les États-Unis, le Mexique, mais aussi l'Amérique centrale, mais aussi l'Amérique latine d'une manière générale, les Caraïbes. Et bien sûr, cette maison se veut ouverte à toutes et tous, à toutes les opinions. Et ce n'est pas un cercle politique, mais un cercle, une fois encore, de dialogue et de compréhension mutuelle. Je crois reconnaître beaucoup d'amis dans cette salle ce soir. Il appartient à la directrice résidente de Sweetbriar College de vous introduire quand elle le souhaitera. S'il vous plaît, arrivez, chère Madame Puy, et prenez la parole. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, enrichissante et particulièrement amicale. Merci. Donc, Sweetbriar College Junior Year in France est heureux d'accueillir ce soir à France Amérique M. Martin Hirsch dans le cadre de la série de conférences de Philippe Watt. M. Martin Hirsch est conseiller d'État et président de l'Agence du service civique depuis sa création en 2010. Il a exercé des responsabilités administratives, notamment la direction de la pharmacie centrale des hôpitaux, la direction générale de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, puis la direction de l'Agence nouvelle des solidarités actives. Parallèlement, il a exercé des responsabilités bénévoles à Emmaüs, dont 5 ans comme président d'Emmaüs France. Il a également été vice-président de l'Association pour la recherche contre le cancer entre 2005 et 2007. De 2007 à 2010, il a été membre du gouvernement en qualité de haut-commissaire de solidarité active contre la pauvreté et haut-commissaire à la jeunesse. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et vient de faire paraître La lettre perdue et les racines de l'engagement. Ce soir, il va nous parler des innovations sociales en France et aux États-Unis. Merci beaucoup. C'est un grand privilège d'être parmi vous, un honneur. C'est un peu intimidant d'être seul à cette table face à vous. J'adore les vieilles dames, qu'elles soient indignes ou respectables. Vous, c'est une vieille dame respectable. Nous avons des liens privilégiés avec Sweetbriar, puisque c'est plus depuis combien d'années, mais nous avons aussi eu la chance d'accueillir, je vois une dans la salle, légèrement en retard, mais c'est bon, d'accueillir des élèves de Sweetbriar depuis très longtemps, avec toujours beaucoup de plaisir. Et des liens d'amitié qui sont souvent restés avec elles, puisque ma femme refuse les garçons, et leur famille. J'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer avec le sujet qu'on a concocté, l'innovation sociale en France et aux États-Unis, quel point commun, quelle différence, un peu rébarbatif. Peut-être un peu intriguant aussi, parce que spontanément, j'imagine qu'on aurait plutôt, mais vous me direz quand on dialoguera, quels sont vos présupposés sur le sujet, on a plutôt tendance à penser qu'on a deux systèmes qui
sont extrêmement différents, séparés par l'Atlantique, par une culture, par un rapport au social extrêmement lointain. Souvent d'ailleurs, moi je suis embarrassé, il y a un mot qu'on utilise tout le temps en France qui est le mot solidarité, je ne sais jamais comment le traduire. Et quand j'essaie de le traduire, ça ne fait pas mouche, hein, c'est pas un mot très, très commun ou très courant outre-Atlantique, alors qu'en France, on se gargarise de solidarité. Donc on a deux visions certainement différentes du social. Et pourtant, je trouve qu'il est intéressant et qu'il n'est pas artificiel d'aller chercher des points communs, des convergences ou des rapprochements ou un certain nombre d'influences qui peuvent s'exercer sur ces systèmes. Alors, je vais aller les chercher. Je ne vais pas aller les chercher très loin. Je ne les ai pas cherchés dans des livres. Je ne les ai pas cherchés dans des traités. Je ne les ai pas cherchés dans des articles. Je les ai cherchés dans l'expérience que j'ai pu avoir au cours de ces dernières années sur différentes dimensions et qui m'ont souvent intrigué, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine des méthodes en matière sociale, dans le domaine du lien entre les revenus du travail et les revenus de solidarité, et puis dans les liens du service civique. Alors vous allez voir que dans la question France-Amérique, mes exemples vont être un peu déséquilibrés, puisque je vais vous parler, et je trouve ça assez paradoxal, plutôt d'influence américaine sur ce qui a pu se passer en France dans le domaine social. Alors, je vais commencer par une question de méthode. Alors, pourquoi est-ce que j'ai insisté sur les différences en commençant ce petit exposé? Parce que notre rapport à l'État est quasiment aux antipodes. On a en France une nation qui est construite sur l'État, une nation dont les étapes de décentralisation sont extrêmement récentes et extrêmement timides, un pays dans lequel le rapport à la dépense publique est sans commune mesure avec ce qu'il est aux États-Unis. Nous sommes un pays qui consacrons quasiment la moitié de notre richesse nationale aux dépenses publiques. Les États-Unis sont plutôt un pays qui consacre un tiers de leurs dépenses, de leur richesse nationale pour la dépense publique. Nous sommes un pays qui a l'idée depuis le milieu du XXe siècle de construire un système de protection sociale qui cherche à être universel et complet. Donc on trouve beaucoup de différences. Et en fait, en matière de méthode, on s'est trouvé confronté en partant des antipodes, à deux questions assez analogues. En France, récemment, on a un système social abondant, coûteux, qui a des difficultés à faire face à des besoins sociaux croissants. Par exemple, on a un système de protection sociale, on met beaucoup d'argent dedans, mais la pauvreté a cessé de diminuer depuis une quinzaine d'années. On a un système d'assurance maladie considéré comme assez complet, mais si on a l'espérance de vie l'une des plus élevées au monde, l'espérance de vie moyenne, on a en revanche des écarts d'espérance de vie entre catégories sociales aussi parmi les plus élevés au monde. On a un taux de chômage élevé, comme vous le savez, et c'est malheureusement particulièrement d'actualité ce soir. Donc on a un système social dans lequel on se dit à chaque fois que il coûte cher, et pourtant il y a tant de besoins non satisfaits. Et ça aboutit à se dire que y rajouter de l'argent ne garantit pas que ça aura un effet. Il n'est pas sûr que si un système a changé, on rajoutait quelques milliards sur les instruments de lutte contre la pauvreté, le système a changé, on se retrouverait quelques années après avec moins de pauvres. On n'est pas sûr que, sans changer le système d'assurance maladie, si on continuait à injecter de l'argent, les gens seraient mieux soignés, les inégalités de santé seraient réduites, etc. etc.
Donc, on est depuis quelques années, timidement, ou avec des allers-retours, mais confronté à un système dans lequel on sait que pour le faire évoluer, pour le transformer, pour le rendre plus performant, il faut utiliser d'autres méthodes et qu'on peut être réticent à pouvoir y ajouter de l'argent comme ça. Aux États-Unis, sur lequel j'indiquais tout à l'heure qu'on parle d'une situation au contraire, on est plutôt hostile à la dépense publique. On se trouve depuis assez longtemps dans un contexte dans lequel, avant d'en arriver à se dire qu'il faut justifier que l'État fédéral, par exemple, mette de l'argent dans un programme social, il faut arriver avec quelques bons arguments étayés par des démonstrations pour pouvoir le justifier. Et ça a conduit les États-Unis, depuis les années 60, à initier des programmes, moi que j'ai toujours que j'ai trouvé très intéressant, je vais vous dire un peu comment ils sont venus à ma connaissance, consistant à faire de l'evidence-based policy, à se dire qu'on ne justifiait un programme, une prestation, un soutien, une aide, dans un certain nombre de cas, que si on pouvait apporter la preuve de l'efficacité. Et ces programmes ont été conduits dans différents domaines, comment aider des populations défavorisées à prendre du travail, comment soutenir des familles avec enfants, comment faire face à différentes situations. Moi je me souviens de programmes particulièrement marquants que j'ai vus aux États-Unis il y a quelques années, à une époque où la municipalité de New York, par exemple, avait décidé de changer le mode de financement des hôpitaux à New York, et singulièrement des services qui s'occupaient des toxicomanes. En disant maintenant, on en a assez de payer ces services dont on n'est pas sûr qu'ils servent à grand chose, et on va vous payer, vous les services de lutte contre la toxicomanie, de suivi des toxicomanes, en fonction du nombre de toxicomanes qui font du boulot. Parce qu'on en a marre de les supporter pour les soigner, sans qu'on soit sûr que ce soit efficace, ou pour leur revenu de subsistance. Et donc, on va vous dire qu'on va vous soigner, on va vous payer en fonction de vos résultats dans le mise au boulot. Ce qui est assez brutal comme méthode, et donc les hôpitaux se sont retrouvés confrontés à l'incapacité de pouvoir prouver qu'ils avaient un effet. Donc, il y avait une question de survie pour leur fonctionnement, et donc ils sont organisés en utilisant des méthodes qu'on utilise pour tester un médicament, les méthodes de double aveugle, les méthodes de randomisation, en se disant on va essayer de trouver la méthode la plus efficace. Et pour ça, on va regarder comment ça fonctionne, et le fait que le mode de financement ait été transformé leur a conduit à regarder que finalement ça ne fonctionnait pas bien. Et ils se sont dit, mais peut-être que si on traite nos patients différemment, on arrivera à des meilleurs résultats. Alors traiter les patients différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que normalement quand un toxicomane était suivi au long cours, il arrivait à un moment donné dans le service, assez miteux d'ailleurs. Je trouvais ça tellement miteux qu'on n'était pas sûr qu'il revienne. S'il revenait, quand il revenait à 9h du matin, il n'était pas sûr d'être vu à 9h, 10h, 11h ou 3h de l'après-midi. Il n'était jamais suivi par le même clinicien. Et donc il y avait un taux d'abandon des traitements extrêmement élevé, un taux de récidive faramineux, etc. Des résultats qui n'étaient pas bons. Donc ils se sont dit, il faut peut-être qu'on fonctionne autrement. Fonctionner autrement, ils se sont dit, mais on va leur donner des rendez-vous fixes, on va faire en sorte que ce soit le même clinicien qui s'en occupe, on va les accueillir dans un environnement plus favorable et plus accueillant. On va faire en sorte que ça ne soit pas simplement qu'ils soient vus par un clinicien qui regardera uniquement l'aspect de la maladie, mais également par un travailleur social en même temps qui pourra traiter leurs questions sociales, voire leurs questions de réinsertion, et on va mettre ça en place. Mais si on met ça en place, ça coûte un peu plus cher que l'organisation. Et donc on va regarder si avec cela, on a effectivement des meilleurs résultats. Et pour le prouver, il y a eu une astuce qui a été faite, c'est-à-dire que quand les patients appellent pour avoir rendez-vous, il y avait une sorte de petite horloge qui avait été mise dans le standard, et donc aléatoirement, l'appel était basculé vers un standard ou vers l'autre.
Donc quand c'était vers le standard A, on avait le droit au traitement habituel. Quand c'était le standard B, on avait le droit au traitement 5 étoiles que je viens de décrire. Et du coup, ils ont de manière aléatoire, sans aucun biais, orienté deux sous-populations de la même population de patients vers des systèmes différents. Et ils ont pu mesurer quelle était l'efficacité de l'un et l'autre. Et ils ont constaté que, effectivement, leur système plus chic, ou leur système plus humanisé, ou leur système plus personnalisé, avait des résultats nettement plus favorables. Et donc ont pu à la fois revenir vers la ville de New York pour dire ben voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'on est capable d'améliorer, et renouer avec les financements. Et au passage, parce que quelquefois des histoires ont des morales, au passage ils sont aperçus que, en ayant comme but ultime la capacité de travailler, ça facilitait aussi la prise du traitement. Et je m'arrête une seconde et demie là-dessus. Tous ceux qui vous disent que la manière dont on doit traiter les problèmes sociaux et de les segmenter, c'est-à-dire si vous voyez quelqu'un en grande difficulté, qui est en difficulté à la fois de logement, de travail, d'emploi, de santé mentale, d'addiction, etc., et de surendettement, si vous pensez que la manière de résoudre son problème, c'est de lui faire un programme en lui disant les 6 premiers mois, on va traiter sa question de santé, les 6 mois d'après, sa question de logement, les 6 mois d'après, sa question de formation, les 6 mois d'après, sa question de surendettement, etc., et dans quelques années, nous aurons devant nous un employé heureux, vous vous trompez. Tous ces problèmes, en général, sont totalement interpénétrés. Et en réalité, l'une des clés, c'est est-ce qu'on arrive à rebâtir un projet avec une personne en difficulté, et à partir de ce moment-là, quand le projet existe, la possibilité, la motivation pour pouvoir se soigner, etc., vient avec. Et donc, ils sont aperçus que la contrainte qu'on leur avait mise, encore une fois très brutale, était devenue un facteur d'opportunité pour pouvoir mieux prendre en charge leurs patients, à la fois dans leur projet de vie et à la fois dans leur projet de santé. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, assez éloigné, il y a quelques années en tout cas, de la culture française. Alors moi j'ai été confronté à cette question-là parce que quand il y a 7 ou 8 ans, à la demande du gouvernement, comme président d'une association de lutte contre la pauvreté qui s'appelle Emmaüs, j'avais fait un rapport sur la pauvreté, on avait proposé un certain nombre de pistes, avec une commission, on avait tous les intérêts contradictoires représentés, les syndicats, les organisations patronales, les associations, les collectivités territoriales, les employeurs, etc., tous ensemble. On avait abouti à des propositions dont on était très content, on les trouvait très bonnes, mais on s'était dit, a priori, comment est-ce qu'on peut prouver qu'elles sont bonnes? On comprend très bien que celles et ceux qui reçoivent un rapport tous les 2 jours ne peuvent pas considérer que tous les rapports qu'ils reçoivent contiennent des propositions pertinentes. Et donc, ce qu'on a proposé à la fin, c'est de dire, écoutez, on ne vous oblige pas à nous croire, mais on vous oblige à miser pour voir. On vous oblige à expérimenter, à regarder nos différentes solutions, si elles tiennent debout, si elles sont efficaces, si elles ont un bon rapport coût-efficacité sur le terrain, en utilisant ces méthodes. Alors ces méthodes, je vais raconter un quart de seconde de ma vie, je connaissais cette méthode expérimentale pour une raison amusante, c'est que j'ai une cousine de mes parents, new-yorkaise, qui dirige une des grandes fondations qui fait des expérimentations sociales aux États-Unis. Et ma cousine Judy, je passe tous les étés avec elle depuis que je suis tout petit, et elle est passionnée par ce qu'elle faisait. Et tous les étés, elle parlait d'expérimentation, et comment j'ai mis en place le Learning Income Tax Credit, et comment on a fait ceci, comment ça, des choses que je trouvais absolument totalement ennuyeuses. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'autres choses dans la vie. Grimper sur les montagnes, etc. Et je devais supporter des heures de discussion sur ces expérimentations. Et donc j'ai essayé de les occulter jusqu'au moment où en faisant ce rapport en disant mais il faudrait qu'on expérimente, j'ai dit mais bien évidemment, Dieu. Et donc j'ai pris un billet d'avion, j'ai foncé à New York, et je lui ai dit maintenant je suis prêt à écouter, raconte-moi comment marchent toutes ces méthodes. Et donc on a regardé, j'ai regardé l'expérience que je viens de vous citer, et toute une série d'autres expériences. Et notamment, j'ai découvert un programme expérimental qui s'appelle le Self-Sufficiency Project et qui correspondait exactement à une problématique qu'on avait en France et dont on a tiré le revenu de solidarité active, qui est ce mécanisme qu'on a mis en place depuis 3 ans, qui n'est pas achevé, qui n'a produit qu'une partie de ses effets, qui est une réforme malheureusement en cours pour différentes raisons, mais dont l'inspiration a été assez voisine de cette inspiration du Self-Sufficiency Project, qui
partait d'une observation évidente, comme aurait dit le découvreur de l'Amérique, qui est simplement que quand vous avez le droit à des aides sociales, si vous les perdez quand vous reprenez du travail, ça rend un peu, ça provoque un dilemme pour savoir si vous allez reprendre du travail, parce que sans porter de jugement moral sur le comportement des gens, quand vous avez un revenu très faible, ça peut être un peu compliqué d'avoir un revenu plus faible en travaillant que des aides sans travailler, ce qui paraît assez logique. C'est un comportement qu'on retrouve chez beaucoup de gens. C'est pour ça que tout le monde est contre l'impôt confiscatoire également. Et donc, comme on ne peut pas laisser les gens sans aide, même dans des pays plutôt libéraux, où il y a toujours un certain nombre d'aides, depuis le food stamps jusqu'à toute une série de choses, s'ils ne sont pas compatibles avec des revenus du travail, s'ils sont compatibles avec tous les revenus du travail, on ne s'en sort plus parce qu'il faut en donner à tout le monde. S'ils sont incompatibles avec les revenus du travail, on fait qu'il y a des gens qui sont découragés à travailler. Et donc il faut trouver un mode de combinaison dans lequel c'est plus on ou off, mais c'est comment ça peut être dégressif, etc. Et donc s'évanouir doucement au fur et à mesure qu'on peut vivre de son propre travail.